Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier arrête un général en chef de police parce qu'il est noir. Le général Derrick L. Bradford était une légende vivante, mais il n'avait jamais cherché la lumière. Son parcours ne devait rien au hasard. Né dans les quartiers sud de Chicago, il avait grandi entre les sirènes de police, les cris de détresse des mères, et les promesses cassées des politiciens. Son père, chauffeur de bus, avait été battu par erreur par 2 agents lors d'un contrôle routier. Sa mère, infirmière de nuit, lui disait souvent: « Si tu veux changer ce monde, fais-le de l'intérieur, pas depuis la rue. » Ces paroles étaient devenues sa boussole. À 22 ans, il intégra l'académie de police. Il était l'un des 3 seuls Afro-Américains de sa promotion, et le seul à finir major de sa cohorte. Il savait déjà que son uniforme ne le protégerait pas du soupçon, mais il avait décidé que son comportement, lui, serait impeccable. Il débuta comme simple patrouilleur dans les quartiers les plus chauds de Chicago, Englewood, Roseland, Garfield Park. Là où chaque appel pouvait être un piège. Là où les enfants jouaient à côté des seringues, et où les policiers étaient vus comme des ennemis. Derrick n'était pas comme les autres. Il parlait aux jeunes. Il connaissait leurs noms. Il connaissait les mères, les grands-mères. Il était respecté, même dans les ruelles les plus sombres. Un jour, un ancien membre de gang lui avait dit: « T'es pas comme les autres flics, toi. On voit dans tes yeux que t'es déjà passé par ici. » Mais sa plus grande force, c'était sa droiture. Il ne trichait jamais. Il ne couvrait jamais les abus de ses collègues. Et ça, dans un système rongé par le silence, c'était un acte de courage quotidien. Il dénonça 2 supérieurs qui falsifiaient des preuves. Il témoigna contre un autre qui avait brutalement frappé un adolescent sans arme. Ses choix auraient pu lui coûter sa carrière, mais ils forgèrent sa réputation. Année après année, Derrick gravit les échelons. Lieutenant. Capitaine. Commandant. Surintendant régional. Son nom revenait dans tous les rapports de réforme. Il dirigea avec fermeté mais compassion, refusa les promotions politiques, privilégia le terrain au bureau. Sa philosophie était simple. Un chef doit connaître les rues mieux que les couloirs du pouvoir. Mais ce fut sa réaction lors des émeutes de 2022 qui le plaça sous les projecteurs nationaux. Alors que la ville sombrait dans le chaos, Derrick refusa de militariser la réponse policière. Il marcha dans les quartiers en feu, sans armes, entouré de pasteurs et de leaders communautaires. Des vidéos de lui apaisant une foule en colère devinrent virales. Il n'avait pas prononcé un discours, il avait simplement tendu la main. À l'intérieur du corps, certains murmuraient: « Trop humain pour un chef. Trop noir pour la tradition. Trop intègre pour durer. » Mais c'est précisément cette humanité, cette fidélité à sa couleur, à ses principes, et à ses origines, qui firent de lui un symbole national. En 2025, après des années de pression populaire, de recommandations de commissions spéciales, et d'un vote à huis clos du Sénat fédéral, Derrick L. Bradford fut nommé général en chef de la police nationale. Le poste suprême. Il devenait ainsi le premier Afro-Américain à diriger l'ensemble des forces de police du pays. Son investiture fut sobre. Pas de faste. Pas de slogan. Juste un micro, et cette phrase: « Je n'ai pas atteint ce poste malgré ma couleur de peau, mais à cause d'elle. Elle m'a appris à encaisser, à écouter, à résister, et à aimer ce pays même quand il ne m'aimait pas en retour. » Mais malgré les décorations, malgré les honneurs, Derrick ne s'illusionnait pas, il savait que son combat ne faisait que commencer. Car être noir à la tête de la police ne signifiait pas que le racisme était vaincu. Cela signifiait simplement que le racisme allait maintenant frapper plus subtilement, parfois même sous l'uniforme. Un soir de septembre, la ville était enveloppée dans une brume légère, comme un souffle discret sur les épaules de Chicago. Les lampadaires diffusaient une lumière orangée sur les trottoirs encore humides. Le général Derrick L. Bradford venait de sortir d'une réunion ultra confidentielle avec un groupe de juristes, de psychologues sociaux et de leaders communautaires. Ils avaient discuté de l'avenir d'une réforme radicale de la police nationale, la suppression du contrôle discriminatoire, l'introduction d'agents sociaux dans les équipes de terrain,
et la mise en place de comités de justice populaire. Un projet ambitieux, révolutionnaire, mais qui menaçait bien des intérêts. Fatigué, mais lucide, Derrick avait décidé de rentrer sans escorte, au volant de sa berline grise de fonction, sans plaque diplomatique, sans sirène, sans garde du corps. Il portait un jean foncé, un pull à col roulé noir, une veste légère. Rien n'indiquait qu'il était l'homme le plus puissant des forces de l'ordre du pays. C'était volontaire. Il faisait souvent ça. Conduire seul, la nuit, traverser les quartiers pauvres, les zones grises, là où les patrouilles se faisaient plus nombreuses, plus nerveuses. Il voulait ressentir la ville dans sa vérité brute, comme il l'avait fait 30 ans plus tôt. Non pas avec les yeux d'un chef, mais avec ceux d'un homme noir, seul dans la rue. Alors qu'il roulait dans une rue secondaire, il aperçut soudain des gyrophares bleus et rouges clignotant au coin d'une ruelle. Un barrage non signalé. Aucune lumière de chantier. Aucune présence civile. Juste une voiture de patrouille garée en biais, un cône jeté de travers sur la chaussée, comme une improvisation mal ficelée. Il ralentit instinctivement. En d'autres circonstances, il aurait demandé un rapport sur cette installation sauvage. Mais ce soir-là, il voulait voir ce qu'un homme noir inconnu vivait face à un contrôle imprévu. Il baissa la vitre. Un policier s'approcha brusquement. Il n'avait même pas pris le temps de regarder le conducteur. Jeune, blanc, les traits crispés par l'arrogance ou la peur, il tenait sa main droite posée près de son arme, comme s'il s'attendait déjà à devoir dégainer. Papier. Sa voix claqua comme un ordre militaire, sans même un « bonsoir » ou un « monsieur ». Vous rouliez trop lentement. On a reçu une alerte sur ce secteur. Il y a des allées et venues suspectes. Derrick tourna légèrement la tête, le regard neutre mais profondément attentif. Il reconnut dans le ton de l'officier ce mélange toxique d'insécurité personnelle et de pouvoir mal assumé. Il tendit calmement ses papiers à travers la fenêtre. « Je suis le général Derrick Bradford. Je rentre d'une mission. Vous pouvez vérifier mon identité auprès du central. » Mais au lieu de lire les documents, le policier les prit, les regarda à peine, puis les jeta nonchalamment sur le siège passager. Il fit le tour de la voiture et ouvrit brutalement la portière du conducteur, sans demander, sans prévenir. « Sortez. » Les mains sur le capot. Derrick ne bougea pas. « Officier, je vous demande une dernière fois de vérifier mon identité avant d'aller plus loin. » Mais le jeune homme sembla n'écouter que le sang qui lui battait dans les tempes. « Vous croyez quoi? Qu'un costard et un nom bizarre vous dispensent d'obtempérer? Vous avez du bol que je vous donne pas une amende tout de suite. » Derrick sortit lentement. Il leva les mains, posées calmement sur le capot. Il ne tremblait pas. Il ne s'indignait pas. Il observait. Il voulait mesurer la distance entre l'ignorance d'un homme et l'abîme dans laquelle tombait la justice quand elle perdait la vue. Le jeune officier recula légèrement, sortit ses menottes. « Vous êtes suspecté de tentative d'évasion et de refus de collaborer. Vous avez résisté à une injonction. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Il prononça la formule d'arrestation comme un robot, le regard fuyant. Il ignorait tout de l'homme qu'il venait de menotter. Il ignorait que le monde qu'il croyait protégé, c'était cet homme-là qu'il avait construit. Que les règles qu'il prétendait faire appliquer, c'était cet homme-là qui les avait rédigées. Que l'uniforme qu'il portait, c'était cet homme-là qui en portait l'ultime version. Et Derrick, menotté, se laissa faire. Non pas par faiblesse. Non pas par crainte. Mais parce qu'il savait que ce moment allait devenir une leçon pour le pays entier. Parfois, il faut accepter d'être humilié pour que le système montre son vrai visage. Arrivé au commissariat du secteur 14, Derrick Bradford fut escorté sans ménagement par 2 agents silencieux. Personne ne le salua. Personne ne consulta ses papiers. Il fut conduit dans une salle d'attente au mur terne, sous un néon clignotant, entre une chaise bancale et une machine à café hors service. Il s'assit, menotté, le regard posé sur l'horloge fissurée au mur. Chaque minute résonnait comme un rappel cruel, il n'était pas ici en tant que général, mais en tant qu'homme noir dans un système encore aveugle. Dans le bureau adjacent, l'agent Rick Arlon s'agitait derrière son ordinateur. Il tapait frénétiquement son rapport d'arrestation, les sourcils froncés, la mâchoire contractée.
Le ton de son texte était froid, accusateur. Individu refusant d'obtempérer. Attitude suspecte. Doute sur l'identité déclarée. Non-coopération manifeste. Possible lien avec réseau local non identifié. Il venait de rédiger, sans le savoir, l'acte d'accusation le plus grotesque de sa carrière. À ce moment-là, la porte du commissariat claqua brutalement. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Le capitaine Martin Ziegler, vétéran de la vieille école, entra dans le poste comme un taureau furieux. Visage rouge, moustache frémissante, regard injecté de colère. « Arlon. Dans mon bureau. » Immédiatement. Rick sursauta, se leva maladroitement, les mains moites. Ziegler referma la porte derrière eux et laissa tomber un dossier sur son bureau. « Tu veux m'expliquer ce cirque ? » « Monsieur ? J'ai arrêté un suspect dans une zone à risque. Il se prétendait général de police. Il n'avait aucun insigne, aucun badge. Et ses papiers me semblaient douteux. » Ziegler ouvrit le dossier, en sortit une carte d'identité dorée, marquée du sceau fédéral. « Douteux ? Tu viens de menotter le général Derrick L. Bradford, chef suprême de la police nationale. Celui que tu vois à la télé lors des conférences de crise, celui dont le nom est imprimé sur ton propre manuel d'instruction. » Rick blêmit. Son souffle se coupa. « Non, c'est pas possible. » Il portait un pull noir, un jean, et il roulait une voiture banalisée. Ziegler le fixa, impitoyable. Et il était noir. « C'est ça que tu veux dire, Arlon ? Tu veux dire qu'il ne ressemblait pas à un haut gradé, parce qu'il était noir et bien habillé ? Tu veux dire qu'un homme noir, seul, calme, bien éduqué, ne peut pas occuper le plus haut poste du pays ? Tu viens de résumer, en une arrestation, tout ce qu'on essaie de démanteler depuis 20 ans. » Rick recula d'un pas. Il était livide, secoué, comme s'il avait été frappé. Mais, il ne m'a pas crié dessus. Il ne s'est pas défendu. Il a juste obéi. Ziegler serra les poings. Parce que lui, c'est un leader. Parce que pendant que toi tu écrivais des rapports bidons, lui écrivait l'histoire. Il aurait pu te détruire sur place. Il a préféré te laisser te ridiculiser devant tout le système. Rick sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Il n'osait le prix. Il comprenait, trop tard, la gravité de son erreur. Ziegler pointa la porte du doigt. Il est dans la salle d'attente. Assis, calme, menotté. Va le voir. Et regarde-le bien dans les yeux. Tu ne pourras pas réparer ce que tu as fait, mais tu peux peut-être commencer à comprendre pourquoi tu l'as fait. Assis dans la salle voisine, Derrick Bradford n'avait pas besoin de tendre l'oreille, les murs étaient minces, et les cris du capitaine Ziegler résonnaient comme un jugement tombé du ciel. Il entendait chaque mot. Et chaque mot, curieusement, ne ravivait en lui ni colère, ni vengeance. Il resta droit, calme, les mains jointes. Ses menottes avaient été retirées, mais il gardait ses poignets posés l'un sur l'autre, comme pour rappeler à sa propre conscience que l'injustice ne venait pas toujours de l'ombre, mais parfois de l'intérieur. Lorsqu'un lieutenant entra précipitamment dans la pièce pour s'excuser, régulariser la situation, Derrick l'interrompit d'un simple geste. « Je ne veux pas de traitement spécial. Je veux une tribune. »« Pardon ? Une conférence de presse, générale ? » ?»« Oui. Et je veux que le jeune homme qui m'a arrêté soit là. Avec tout le respect, monsieur, ce serait délicat. Il est sous le choc. Il pense que vous allez le faire radier. » Derrick leva les yeux, serein. « Justement. Ce que je vais faire, c'est plus grand que lui. C'est plus grand que moi. Je ne veux pas qu'il soit effacé, je veux qu'il serve d'exemple vivant. Pas de bouc émissaire. Pas de vengeance. Ce système a besoin de voir sa propre image en face. » La salle de presse de l'hôtel de ville était pleine à craquer. Caméras, micros, journalistes de tout le pays. La nouvelle de l'arrestation avait fuité dans la nuit, amplifiée par les réseaux sociaux, les militants, les opposants politiques et les défenseurs des droits civiques. Sur l'estrade, le maire de Chicago, le ministre de la Justice, Derrick Bradford, et, à la stupéfaction générale, Rick Arlon, debout, les yeux baissés,
mains croisées dans le dos, visiblement brisées. La tension était palpable. Puis, Derrick prit la parole. Il ne lut aucun discours. Il parla avec la voix calme d'un homme dont la vérité était trop profonde pour avoir besoin d'être écrite. Hier soir, j'ai été arrêté, menotté, humilié. Non pas parce que j'avais commis un crime, mais parce que j'étais noir, seul, dans une voiture trop propre pour un homme qui ne portait pas d'uniforme. Il s'interrompit quelques secondes, scannant la salle. Ce que j'ai vécu n'était pas un cas isolé. Ce n'est pas une anomalie. C'est la norme pour des milliers de citoyens, chaque jour, dans ce pays. Et ce n'est pas l'œuvre d'individus malveillants. C'est le résultat d'un système qui fabrique des préjugés, qui forme mal, qui alimente la peur de l'autre. Il se tourna vers Rick. L'agent Harlon n'est pas un monstre. C'est un produit. Le produit d'un système biaisé, d'un entraînement technique mais déconnecté de l'humain. Il a vu ma peau, pas mon visage. Il a vu ma voiture, pas ma carte d'identité. Il a vu le danger, là où il n'y avait qu'un homme fatigué qui rentrait chez lui. Un silence de plomb s'installa. Les caméras continuaient de tourner. Certains journalistes baissaient les yeux. D'autres hochaient lentement la tête. Ce n'est pas lui que je condamne. C'est ce que nous avons tous permis qu'il devienne. Il s'interrompit encore, puis ajouta. Et c'est pour cela que je refuse sa démission. Je refuse l'effacement. Je veux qu'il reste. Qu'il apprenne. Qu'il désapprenne. Et surtout, qu'il transmette. Le pays entier fut secoué. Les chaînes d'information relayèrent le discours en boucle. Sur les réseaux sociaux, deux camps s'affrontèrent. Certains applaudissaient le courage moral de Derrick, sa vision systémique, son refus de la vengeance. D'autres dénonçaient une posture victimaire, une mise en scène médiatique, voire une faiblesse politique. Mais ce que peu savaient, c'est que cette conférence allait marquer le début d'une nouvelle ère. Rick Harlon, profondément touché, demanda à parler en privé à Derrick le soir même. Il entra dans le bureau du général, les mains tremblantes. « Je ne sais pas si je mérite tout ça. En fait, je ne sais même pas si je mérite de rester dans la police. » Derrick se leva lentement. « Tu ne mérites peut-être pas un titre. Mais tu mérites une chance de devenir meilleur. Et c'est cette chance qui te rendra utile au monde. Tu vas suivre la formation que je mets en place. Sur les biais inconscients. Sur l'histoire des violences systémiques. Sur l'écoute active. Et ensuite, tu iras dans les écoles. Tu parleras aux jeunes. Tu leur diras ce que tu as fait, ce que tu croyais, et ce que tu as appris. » Rick acquiesça en silence, les yeux embués. Ce jour-là, il ne devint pas seulement un homme changé. Il devint un témoin vivant du changement. Un an plus tard, le programme Bradford avait dépassé toutes les espérances. Initié d'abord dans 3 villes pilotes, il s'était propagé à une vitesse fulgurante grâce à ses résultats tangibles. En 28 États, des commissariats entiers étaient réformés, des officiers rééduqués, des protocoles redéfinis. Le programme combinait des ateliers intensifs sur les biais inconscients, des immersions communautaires, des témoignages de victimes, et surtout, un changement radical dans les critères de recrutement et de promotion. Les effets furent remarquables. Le taux d'incident ratio lors de contrôles de police chuta de 35% dans les zones concernées. Pour la première fois depuis longtemps, dans certains quartiers, des parents noirs osaient dire à leurs enfants « Tu peux faire confiance à ce policier ». Les journaux titraient « Le miracle d'un homme humilié qui a refusé la haine. Un policier réformé, une nation qui respire. Bradford, l'homme qui a désarmé les préjugés sans tirer une balle. » Rick Harlon, quant à lui, devint méconnaissable. L'arrogance, la rigidité, le regard soupçonneux qu'il portait autrefois sur les gens de couleur avaient laissé place à une humilité lucide. Il intégra l'équipe pédagogique du programme et devint l'un des meilleurs formateurs en justice équitable du pays. Il visita des universités, des écoles de police, des lycées dans des quartiers défavorisés, des prisons même. Partout, il parlait. Non pas comme un héros, mais comme un homme qui avait failli, et qui avait eu la grâce d'être repris avant de tomber. Lors d'un discours à l'université d'Howard, un étudiant noir lui posa cette question. « Qu'est-ce qui vous a réellement transformé ? La honte ?
La peur? Rick réfléchit un instant, le regard plongé dans ses souvenirs. Puis il répondit. Ce qui m'a changé, ce n'est pas ce que j'ai vécu. C'est ce que lui, Derrick Bradford, n'a pas fait. Il aurait pu me briser. Il en avait le pouvoir. Et pourtant, il m'a regardé, et il a dit, tu vas rester. Tu vas apprendre. Et tu vas servir. Il a vu en moi plus qu'un raciste en uniforme. Il a vu un homme qui pouvait encore choisir le bien. Un homme que j'ignorais être encore capable de devenir. Et d'ajouter, dans un silence profond. Parce qu'un homme que j'ai humilié, m'a tendu la main au lieu de m'écraser. Cette phrase devint l'un des slogans du mouvement réformateur qui suivit. Gravée sur les murs de certains commissariats, écrite sur les badges d'instruction, répétée dans les académies. Tends la main, ou tu seras l'arme de ton propre aveuglement. Le programme Bradford devint un modèle international. Des délégations venues d'Europe, d'Amérique du Sud, et même d'Afrique, vinrent étudier sa méthode. Et Derrick L. Bradford, resté humble, refusa toujours que le programme porte son nom au départ. Mais face à l'insistance des maires, des citoyens, et même du président, il céda. Car ce programme, comme lui, était né d'une blessure, mais avait choisi la voie de la guérison partagée.